Une éclipse solaire totale a lieu dans quelques jours en Europe et croyez-nous, vous ne devriez pas louper ce spectacle. Un homme tétraplégique a pu bouger sa main et retrouver une partie des sensations, le tout grâce à une neuroprothèse. Une nouvelle espèce de petite pieuvre découverte au large des îles Galapagos, c'est la photo scientifique du mois. Bonjour Viviane. Bonjour Thomas, bienvenue à vous dans notre émission Avec Dessy, une émission d'actualité scientifique que vous pouvez retrouver 2 fois par mois. Et à chaque émission, on vous propose de deviner une actualité mystère. Ici, on cherche un chiffre. 50 130 000 dollars américains. À votre avis, de quoi s'agit-il ? Pour vous aider, on va vous disséminer plusieurs indices au cours de l'émission et on commence avec ce premier indice. On parle d'un objet vendu lors d'une vente aux enchères aux États-Unis. Et on vous donne même un second indice pour les personnes qui nous suivent sur Ulule, qui nous soutiennent sur Ulule. C'est que pour vous celui-là. Et on aura la réponse à la fin de l'émission avec d'autres indices d'ici là. Mais pour l'instant, on commence avec une actualité wow, à ne surtout pas rater. Surtout pas. Ça, c'était le 8 avril 2024 à Montréal. On l'a vécu avec Thomas et pendant plus de 1 minute 30, le ciel s'est assombri brutalement. Le soleil est devenu un disque noir entouré d'un immense halo blanc. La température a diminué, les gens criaient, applaudissaient. C'était un spectacle vraiment incroyable. On avait même fait un live ensemble avec Thomas pour couvrir l'événement. C'était même la première fois qu'on travaillait ensemble à l'époque. Vrai. Bon, la connexion Internet a lâché, puis voilà. Mais on a quand même pu vous montrer quelques images. Et c'était quand même assez incroyable. Je me rappelle l'atmosphère, je me rappelle l'ambiance qu'il y avait sur place. On était sur le campus de Polytechnique Montréal. On était entourés, il y avait quand même plus de 1000 personnes. Je sais pas beaucoup. Trop là, beaucoup de personnes. Et c'était une ambiance vraiment très particulière. Juste avant la totalité, ce qu'on peut observer, ce sont les grains de Bailey, des petits points de lumière produits lorsque les derniers rayons du soleil passent entre les montagnes et les vallées situées sur le relief de la Lune. C'est vraiment magnifique, ça dure vraiment un court instant. Puis ensuite apparaît brièvement l'anneau de diamant. Lorsqu'un seul point très brillant reste visible, ça donne l'impression d'avoir une sorte de diamant serti d'un anneau lumineux. Quand même assez beau à voir. Et si on vous en parle, c'est parce qu'il y a une actualité scientifique, on va vous en parler un petit peu plus loin, mais aussi parce que vivre une éclipse totale, la mention totale est particulièrement importante, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est quelque chose que j'avais jamais vécu, c'est quelque chose que vous ne revivrez pas de votre vivant. Donc c'est pour ça qu'on veut insister dessus, pour vous en démontrer l'intérêt et aussi pour vous expliquer ce que scientifiquement il peut être fait durant ces éclipses. Et moi je l'avais un peu sous-estimé, ce total. À l'époque j'étais comme... Bon, c'est une éclipse quoi, c'est quand même ok. Bon, bah, on en a déjà vu des éclipses. On a déjà vu, ok, bon, so what, le total, ok. Et quand on l'a vu là, j'ai regretté ce que j'avais pensé. Tu vois, j'étais comme, mais non, il faut le vivre au moins une fois dans sa vie, une éclipse solaire totale. J'avais filmé et puis je m'exprime beaucoup, on l'entend à la caméra, je m'exprime beaucoup, on dirait que c'est la vidéo de Double Rainbow tellement, tellement je m'extasie devant la chose. Ah, c'est impressionnant! Oh wow! Oh wow! Oh wow! Wow! C'est magnifique! Les vidéos n'arrivent pas à retranscrire ce qu'on peut vivre devant une éclipse totale. Donc voilà, on espère qu'on vous a donné envie de suivre cette éclipse et maintenant on va détailler un petit peu. Donc un sacré souvenir. Un sacré souvenir. Et donc, le 12 août 2026, des millions de personnes vont pouvoir revivre cette expérience, ou peut-être la vivre pour la première fois. Ils vont observer à nouveau une éclipse solaire. Elle va traverser une partie de l'hémisphère nord, de la Russie jusqu'à l'Espagne. Une éclipse solaire se produit, on le rappelle, lorsque la Lune passe entre la Terre et le Soleil. Son ombre est projetée à la surface de notre planète, mais c'est cette ombre qui est relativement petite, qu'on appelle la bande de totalité. C'est une bande très étroite. C'est là qu'on va pouvoir voir le Soleil disparaître totalement dans le ciel et surtout derrière la Lune. Donc c'est pas mal the place to be, clairement. Si vous êtes en France métropolitaine, l'éclipse sera uniquement partielle, mais elle sera quand même très importante. Plus on ira vers le sud-ouest, plus le soleil sera éclipsé. Dans certaines régions, l'obscuration dépassera largement 90%, jusqu'à atteindre 99,5% à Biarritz.
Mais quoi qu'il arrive, en France, ce sera partiel. Et si vous allez en Espagne, vous aurez cette fois-ci la totalité. Ça va se produire en soirée, aux alentours de 20h30, donc un petit peu avant le coucher du soleil, ce qui pose forcément un défi supplémentaire parce que le soleil sera à quelques degrés au-dessus de l'horizon. Donc pensez à regarder vers l'ouest et avoir le moins d'obstacles pour bien pouvoir observer et voir ce petit soleil. Que ce soit dégagé. Exactement. Et on veut insister vraiment sur un point, une éclipse partielle, même à 99,5%, ça n'a absolument rien à voir avec une éclipse totale. Rien à voir. On pourrait penser que voir 99% du soleil masqué revient à vivre 99% du spectacle, mais c'est absolument pas le cas. C'est vraiment deux salles, deux ambiances. Si vous avez la possibilité de descendre en Espagne, faites-le. D'ailleurs, peut-être que certains d'entre vous ont vécu l'éclipse de 1999 en France, et vous ne l'avez vécu de façon totale que si vous étiez dans la bande qu'on vous montre justement sur cette image. Si vous n'étiez pas dans cette zone-là, vous ne l'avez pas vécu, malgré vos souvenirs. Oui, parce qu'on se souvient, nous, pendant l'éclipse de 2024, on n'arrêtait pas de parler de ça, puis on disait, mais moi, je l'ai vécu, l'éclipse. J'étais dans le sud de la France, j'ai pas vécu l'éclipse totale. C'est un autre monde. Alors, en parlant de regarder l'éclipse, parlons de sécurité, vous devez porter vos lunettes, chaque fois que vous regardez le soleil, pendant les phases partielles. Vous pouvez les retirer uniquement si vous êtes dans la bande de totalité, et seulement lorsque le dernier point lumineux a complètement disparu. Et remettez-les immédiatement, dès que la lumière du soleil réapparaît. Autrement dit, en France, il faudra conserver les lunettes pendant toute la durée de l'éclipse. On vous met aussi en description toutes les consignes de sécurité, les normes des lunettes, tout ce qu'il faut penser en tout cas durant ce phénomène que vous allez observer. Et de notre expérience, on vous conseille surtout de profiter de cette expérience d'éclipse solaire totale. Moi, je regrette d'avoir filmé les images parce que je me suis occupée de ma caméra beaucoup plus que de m'occuper de profiter de ce moment-là. Votre caméra n'arrivera pas à retranscrire ce que vous allez vivre, donc profitez du moment. Et laissez les professionnels qui prendront d'extraordinaires photos à votre place. Mais je comprends l'envie de prendre son téléphone, sa caméra, etc., mais attention à la sécurité aussi avant tout. Et des événements comme cela sont assez rares et ce sont donc des opportunités pour des expériences scientifiques. Ouais, parce que comme la Lune masque la surface brillante du Soleil, les scientifiques peuvent ainsi observer la couronne interne du Soleil, une région très difficile à étudier le reste du temps. La NASA a annoncé d'ores et déjà que cette journée-là, 3 avions de recherche à haute altitude passeront au-dessus de l'Islande, probablement proche de Reykjavik, la capitale de l'Islande, pour photographier la couronne en lumière visible et en infrarouge. L'idée, c'est d'étudier sa structure, sa température, ses mouvements et ses liens avec le champ magnétique solaire, ainsi que le vent solaire. Des dizaines de ballons doivent également être lancés depuis l'Espagne et l'Islande sur une durée de 30 heures afin de mesurer les changements de température, de pression, de vent et de conditions atmosphériques. Et aussi évidemment pour filmer l'éclipse. Ah oui. Les éclipses sont aussi des occasions assez rares d'étudier le comportement des animaux. Lors des éclipses précédentes, des chercheurs ont notamment observé les réactions des animaux, des insectes, des abeilles et parfois même des chauves-souris. Et forcément, leurs attitudes changent un petit peu lorsque la nuit tombe soudainement comme ça en plein milieu du jour. Donc à observer ces comportements assez particuliers chez les animaux. Et enfin, dernière chose, une petite activité qu'on vous propose à faire à la maison pour observer l'éclipse dans sa partialité. Vous pouvez aussi faire une observation indirecte qui est sans danger pour vous si vous n'avez pas de lunettes. Vous prenez une passoire, une râpe à fromage ou tout objet qui a des petits trous. Vous vous placez au dos du soleil et vous regardez son image se projeter sur le sol ou sur une feuille blanche. Alors il ne faut évidemment pas regarder le soleil à travers les trous. C'est tout simple et c'est une activité rigolote à faire avec les enfants en attendant la totalité. Et d'ailleurs, même pas qu'avec les enfants. Moi, j'ai fait ça en tant qu'adulte. Ah ouais, non, c'est très vous bien. allez triper. Ouais, 100%. Et pensez aussi à conserver vos lunettes d'éclipse parce qu'une autre éclipse arrive le 2 août 2027. Encore en Espagne, les chanceux, quand même. Hein. Quand même. Deuxième en 2 ans d'affilée, quand même, c'est quand même assez beaucoup Pas de chance. exactement le même endroit. Non, pas tout à fait. Donc en Espagne et en Afrique du Nord, avec une totalité qui pourrait atteindre plus de 6 minutes. C'est fou. En Égypte notamment. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse d'aller regarder cette autre éclipse, ce qu'on peut vous assurer, c'est qu'il y a un côté très addictif dans les éclipses. Quand vous allez commencer à en voir une, vous voulez toutes les faire. Je voulais y aller à celle-là. Ouais, moi aussi. Ah là là. Moi aussi. Peut-être l'année prochaine. Peut-être l'année prochaine. D'autres éclipses qui s'en viennent, je pense. D'ici 2030, il me semble qu'il y en a encore 2 ou 3 de prévus. Et après, ça va être compliqué, ça va être plus en Antarctique. Donc on est pas mal sur... La dernière, si vous avez notre âge, la dernière chance de notre vie, là, c'est dans les 2-3 prochaines années. Ce qui est certain, c'est qu'à Montréal, en tout cas, la prochaine totale, si je me souviens bien, aura lieu en 2196, quelque chose comme ça. Nous ne serons pas là pour vous en parler.
Voilà. Même s'il y a des bons dans le monde médical Ah ouais, non. et sur la longévité, non. On ne sera pas là. Non. On revient à notre actualité mystère. Voici le chiffre du jour qui est, on essaie de vous faire deviner à quoi il correspond. 50 130 000 $ US. De quoi s'agit-il? On vous rappelle le premier indice. On parle d'un objet vendu lors d'une vente aux enchères aux États-Unis. Et le deuxième indice. Il mesure environ 11,6 mètres de long. Un objet de 11,6 mètres de long. C'est grand quand même. Ouais. C'est grand. Prends la place. Enfin, peut-être que c'est petit pour un truc de 50 millions. Je peux pas en dire plus. On passe maintenant à l'actu. Waouh! Et on change complètement du sujet. On discute d'une neuroprothèse très prometteuse. Ouais, Viviane, je te présente Keith Thomas. C'est un homme de 42 ans devenu tétraplégique après un accident de plongée. Après une lésion de la moelle épinière, il était incapable de lever ses bras jusqu'au visage, de tenir des objets ou d'avoir des sensations dans ses mains et ses avant-bras. Mais regarde bien cette vidéo. Grâce à une neuroprothèse, il a pu non seulement bouger sa main, mais en plus retrouver une partie des sensations. Bref, c'est très prometteur. Ce système s'appelle le Double Neural Bypass ou le double contournement neuronal, c'est comme ça qu'on va le traduire. En gros, des réseaux de micro-électrodes ont été implantés dans 2 régions de son cerveau, dans le cortex moteur qui participe à la production des mouvements et dans le cortex somatosensoriel qui traite notamment les informations liées au toucher. Et lorsque Keith Thomas imagine ou tente d'ouvrir ou de fermer sa main, les électrodes enregistrent l'activité de son cortex moteur. Un réseau neuronal artificiel analyse ces signaux pour interpréter son intention. La commande est ensuite transmise à des électrodes placées sur son avant-bras qui stimulent ses muscles, ainsi qu'une petite orthèse motorisée imprimée en 3D qui aide ses doigts à se refermer. Donc le système fonctionne comme une sorte de détour. Au lieu de passer par la partie lésée de la moelle épinière, l'intention enregistrée dans le cerveau est directement convertie en commande pour les muscles et l'orthèse. Un point important, c'est que le système ne se contente pas de faire bouger la main, il cherche aussi à redonner un retour sensoriel. Donc des capteurs de force sont intégrés à l'orthèse et mesurent la pression exercée sur l'objet. Cette information est convertie en stimulation électrique envoyée dans le cortex somatosensoriel. Keith Thomas peut ainsi ressentir une sensation artificielle correspondant au contact avec l'objet. Et on le voit ici, le participant a pu saisir et sentir la main de sa sœur avec sa propre main, pourtant paralysée et insensible sans ce système. Et en combinant les améliorations obtenues dans ses bras et l'assistance de l'orthèse, il a également pu boire une tasse et se nourrir seul. I feel my fingers on the outside around the cup and I'm lifting it up. Voila. Mais lorsqu'un objet est saisi, il ne suffit pas de fermer les doigts. Il faut savoir adapter la force de préhension. Une pression trop faible fait tomber l'objet, une pression trop forte peut l'endommager. Donc les chercheurs ont ajouté un système d'apprentissage par renforcement, et c'est le genre de cas qu'on aime clairement l'IA. L'intention de saisir provenait toujours du cerveau, mais l'algorithme ajustait automatiquement et en continu la force produite par l'orthèse. Et pour tester ça, ils ont utilisé un objet très fragile, une coquille d'œuf vide. Et avec l'algorithme, le patient contrôlait correctement la force dans 87% des essais contre seulement 27% lorsque l'algorithme est désactivé. C'est vraiment impressionnant comme résultat. Alors, on vient de dire qu'il pouvait sentir artificiellement la main de sa sœur lorsque le système était activé, mais est-ce qu'on pourrait aussi réentraîner le système nerveux pour que certaines sensations reviennent même lorsque le dispositif est éteint? C'est la question qui se posait. Et pour tenter ça, les chercheurs ont développé une approche appelée cortical mirroring ou miroir cortical. L'idée est un peu complexe, mais très intéressante. Ouais, les chercheurs ont d'abord enregistré les motifs d'activité du cortex somatosensoriel lorsque Keith Thomas imaginait être touché à différents endroits de sa main ou de son poignet. Ils ont ensuite sélectionné les électrodes qui réagissaient le plus à chacune des sensations imaginées, puis ils ont réintroduit artificiellement ces motifs d'activité dans son cerveau, tout en appliquant simultanément une vibration sur sa peau et une stimulation électrique de la moelle épinière. L'objectif était de faire travailler ensemble le cerveau, les nerfs sensoriels et les circuits de la moelle épinière afin de favoriser la neuroplasticité, c'est-à-dire la capacité du système nerveux à modifier et à renforcer ses connexions. Et après cette intervention-là, la sensibilité tactile du poignet droit s'est améliorée. Lors d'un test réalisé avec de petits filaments, Keith Thomas était capable de percevoir et localiser une pression équivalente à environ 10 grammes appliquée sur le poignet, et surtout une partie de cette amélioration a même persisté pendant plus de 2 mois après l'arrêt de l'intervention. À l'extérieur du laboratoire, c'est ce que rapporte ce patient, il aurait même réussi à se gratter, s'essuyer le visage et même sentir la fourrure de son chien avec son poignet. C'est super, hein. Ça doit être jouissif
que de retrouver sa sensibilité. C'est incroyable. Mais cette étude n'est qu'une preuve de concept qui est faite chez une seule personne, hein, donc on ne peut pas conclure que cette technologie fonctionnera de la même manière chez toutes les personnes atteintes de tétraplégie. Et puis le système est quand même très complexe et donc forcément très coûteux. On a des implants cérébraux, on a une stimulation électrique, on a des orthèses, on a du développement de réseaux de neurones, de l'apprentissage par renforcement et aussi une équipe spécialisée pour le mettre en place. Donc pour passer à une utilisation plus large, évidemment, il faudra adapter le système à chaque patient. Donc c'est encore très expérimental. C'est balbutiant. Mais, exactement. C'est une avancée quand même majeure dans le domaine. Ça fait du bien, clairement, ce genre d'études. On voit les avancées dans le domaine du biomédical et surtout comment est-ce qu'on peut intégrer toutes ces technologies dans un même système pour améliorer la vie des patients, notamment tétraplégiques. Affaire à suivre. On vous rappelle notre actualité mystère. Voici le chiffre du jour, 50 130 000 $ américains. De quoi s'agit-il? On vous rappelle le premier indice. On parle d'un objet vendu lors d'une vente aux enchères aux États-Unis. Le deuxième indice. Il mesure environ 11,6 mètres de long. Et le dernier indice, celui qu'on ajoute. Il appartenait à un animal qui vivait il y a des millions d'années et comprend 180 os fossilisés. Bon là, on commence à deviner là. Ouais. En général, le dernier indice, c'est là, Ouais. on trouve. Ouais. Notre émission Avec des scies a toujours besoin de vous. Vous pouvez nous soutenir sur Ulule avec plusieurs formules qui ont différents bonus, 3, 5 ou 10 € ou même le montant que vous souhaitez. D'ailleurs, si vous nous rejoignez maintenant, vous pouvez voter pour la photo du mois prochain. On vous en propose toujours 4 sur Ulule et c'est vous qui choisissez celle dont on parlera dans la prochaine émission. La démocratie, mais avec des images scientifiques. Alors pourquoi est-ce qu'on vous sollicite ? Parce que notre objectif, c'est que l'émission devienne financièrement indépendante. On approche du 4e palier qui vise à s'assurer que toute l'équipe soit payée. C'est déjà vraiment incroyable pour nous que de voir votre soutien déjà actuellement pour notre émission. Donc ça nous fait très plaisir et on espère qu'on pourra continuer. Évidemment, on veut aussi la faire évoluer. D'ailleurs, vous pouvez aujourd'hui nous suivre sur Instagram. Et on travaille fort aussi pour vous proposer des produits dérivés de l'émission. L'idée ici, c'est pas de financer l'émission, mais surtout de vous proposer des objets aux couleurs Avec des scies. Voilà, ça prend du temps et de la logistique quand même de faire ça. Exactement. Donc soutenez-nous financièrement, mais uniquement si vous en avez les moyens. Comme d'habitude, évidemment, votre santé financière doit toujours passer avant celle de cette émission. En revanche, tout le monde peut nous aider en partageant, likant, en commentant, en mettant un petit facteur positif là, sur l'algorithme pour nous mettre un peu plus en avant et aussi en boostant nos vidéos, ce qui est quand même assez nouveau là, ce système-là sur YouTube. Mais vous avez tout un tas d'options pour nous soutenir. Autre que financièrement. Et évidemment, continuez de partager l'émission. Plus il y a de vues, plus il y a de soutien de votre part sur Ulule, et plus on va trouver des partenaires pertinents qui croient à notre projet pour continuer de produire l'émission et surtout de l'améliorer. On aimerait bien avoir quelque chose d'un petit peu mieux que ça, d'avoir un meilleur prompteur. Il y a place à l'amélioration. Il y a place à l'amélioration. En tout cas, merci énormément pour votre soutien. Merci. Et on passe à la photo scientifique du mois. Un vote qui a été assez clair cette fois-ci d'ailleurs. Je pense que c'est le côté Mimi qui vous a motivé à voter pour cette photo. Voici une espèce de petite pieuvre nouvellement découverte au large des îles Galapagos. Elle a été nommée Microeledon galapagensis en référence à l'archipel près duquel elle a été trouvée. Décrire une nouvelle espèce, c'est évidemment très excitant, mais en plus ici la découverte va carrément plus loin parce qu'elle oblige les scientifiques à revoir la définition de toute une famille de pieuvres. L'animal a été découvert en juin 2015 pendant une expédition dans l'océan Pacifique. Les scientifiques ont mis à l'eau un robot sous-marin télécommandé pour explorer les fonds. À environ 1800 mètres de profondeur, le robot a découvert cette toute petite pieuvre bleue. Son manteau, soit la partie centrale de son corps, mesure seulement 3 cm. Elle possède de grands yeux et des bras très courts qui portent des ventouses. Ce qui a surpris les scientifiques, c'est sa couleur très inhabituelle. On a la partie supérieure de son manteau et de sa tête qui sont presque dépourvues de pigments, paraissent très pâles en fait, voire bleutés. A l'inverse, sa face inférieure, ses bras et les membranes entre ses bras sont fortement pigmentés dans des tons violets ou marrons. Contrairement à beaucoup d'animaux marins qui sont plus sombres sur le dos et plus clairs sur le ventre, cette pieuvre présente donc le motif opposé. La découverte remet surtout en question l'ancienne définition des Megalélédonidae.
J'espère Bravo. que je le prononce bien. Jusqu'ici, cette famille était généralement définie comme regroupant de grandes pieuvres vivant dans les eaux froides et profondes de l'océan austral, donc dans la région antarctique. Or, cette nouvelle espèce est minuscule et vit près de l'équateur dans le Pacifique tropical, c'est-à-dire la partie de l'océan Pacifique qui se trouve entre les tropiques. Les chercheurs proposent donc de changer les règles et de définir cette famille principalement à partir de critères morphologiques, donc des bras courts, une tête et un manteau large, l'organisation des ventouses, etc., plutôt qu'à partir de la taille ou de la localisation géographique. Alors par contre, toute cette description repose sur une seule femelle. Donc aucun mâle n'a été examiné, aucune comparaison génétique n'a été réalisée. Donc il faudra découvrir davantage de spécimens et obtenir des données génétiques pour confirmer la place exacte de cette espèce et les relations évolutives au sein de cette famille qui est encore très mal connue. Photo cute. Oui, oui, Ouais. toute mimi, Actualité cute. voilà. Actualité feel good aujourd'hui, hein. Ah oui, hein, c'est pas On est mal. très feel good. C'est Ça pas fait mal. il me semble que ça fait du bien, non? Ça change. Ça change. On aime ça. On aime ça. On revient à notre actualité mystère. On essayait de vous faire deviner à quoi correspondaient 50 130 000 $ américains. Ouais. Avez-vous trouvé de quoi il s'agissait? On cherchait un dinosaure au nom de Gus, l'un des squelettes de Tyrannosaurus rex les plus complets connus à ce jour. Il a été vendu aux enchères à New York à un acheteur dont l'identité n'a pas été révélée. Son prix, 50 130 000 $ US, soit environ 70 millions de dollars canadiens ou 44 millions d'euros à peu près. Un record pour un fossile. Il va falloir qu'il ait la place chez lui. Ouais, Mm. ouais, ça prend la place. Ça. Gus avait été découvert dans le Dakota du Sud lors de fouilles réalisées entre 2021 et 2023, donc c'est assez récent, dans la formation géologique de Hell Creek, très connue pour sa richesse en fossiles. Il a été surnommé Gus en hommage à Gary Gus Licking, éleveur de bétail et propriétaire du terrain sur lequel le squelette a été retrouvé. Justement, tu parlais de taille. Gus mesure environ 11,6 mètres de long et 3,8 mètres de haut. Il est composé de 183 éléments osseux, ce qui représenterait plus de 60% de son squelette. Donc on parle d'un spécimen particulièrement rare et bien conservé qui vivait il y a entre environ 72 et 66 millions d'années. Pas hier. Pas hier, non. Alors forcément, une vente comme celle-ci ne fait pas l'unanimité chez les paléontologues, vous vous en doutez, mais pourquoi? Parce que en devenant une collection privée, les scientifiques ne sont plus certains de pouvoir y accéder. Ça peut empêcher d'aller vérifier ou poursuivre certaines recherches ou d'utiliser sur ces spécimens de nouvelles technologies qui n'existent pas encore aujourd'hui. Oui, et l'article de CNN nous explique aussi que les revues scientifiques refusent de publier des recherches sur des fossiles privés parce que les études ne peuvent pas être reproduites de manière fiable par d'autres chercheurs, parce qu'on sait évidemment que la reproductibilité des résultats, c'est la base de la méthode scientifique. Donc la grande question maintenant, c'est de savoir où sera placé Gus. Est-ce que ça va être chez la personne qui a visiblement un château pour... S'il a ce budget-là pour un dinosaure, il doit avoir un château. Dans un musée où il pourra être étudié et présenté au public, ou alors vraiment dans sa collection privée, à l'abri de tout regard. Certains experts commencent à craindre que certains fossiles ne deviennent des objets de luxe, comme l'art l'a été, ou l'est encore, plutôt que des objets scientifiques accessibles à tous. Mais si le nouveau propriétaire a à cœur la mission de faire de la vulgarisation scientifique et de la médiation scientifique et de faire avancer la recherche, alors on espère. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On peut rêver. Sinon, Gus finira aux oubliettes. On dépend maintenant de la bonne volonté de l'acheteur. Affaire à suivre, on n'a aucune idée de l'acheteur, on ne sait pas qui il est. On saura dans quelques mois, j'imagine, éventuellement, qu'est-ce qu'il en a fait. On croise les doigts pour que ça finisse éventuellement dans un musée, qu'il y ait une collection quelque part, Moi, je pense éventuellement que oui. accessible. Je pense Mais que tu oui. sais, 11 mètres. ouais, mais qui... Qui a une maison de 11 mètres? Oui, des gens qui ont je- 50 millions. C'est ça. Mm. Bon. Soutenez-nous sur Ulule. Si vous avez ce budget-là, soutenez-nous sur Ulule. C'est ça. Oui, si S'il vous vous avez plaît. ce budget-là, vous quelque êtes chose. concerné par notre Ulule. On espère que cette édition vous a plu. N'hésitez pas à nous donner vos commentaires, ça nous intéresse particulièrement. N'hésitez pas à nous soutenir également. Cette émission ne dépend que de vous, vous l'aurez compris. Particulièrement si vous avez un budget de 50 millions pour acheter un dinosaure. On vous laisse avec 3 choses à aller voir. La dernière vidéo de Syllabus, coécrite avec Thomas, qui parle d'obésité, qui a été très appréciée. Notre dernière émission d'actualité scientifique où on discute de musculation, de migration humaine, de petits bourdons et évidemment l'actualité mystère, n'oublie pas. Et bien sûr, n'hésitez pas à suivre Thomas pour plus d'actualités scientifiques, puisque c'est sa spécialité, notamment sur sa chaîne Twitch Science à la carte et sur ses autres plateformes. Et suivez-nous sur Instagram aussi. Oui. On a un compte Instagram maintenant, avec des si, avec des si, tout simplement. On vous remercie. Dites-nous dans les commentaires quelle actu vous a le plus marqué. On vous retrouve dans 2 semaines. Ouais. Bye bye. Bye.
aujourd'hui, on va vous parler un tout petit peu de l'éclipse. Ouais. Et après, on va revenir sur les différentes photos pour lesquelles vous avez voté sur le Ulule. On en a sélectionné une. Vous pouvez aller voir.